maintenant, on va passer la parole à M. François-Xavier Millet sur le cas des violations du droit international et des sanctions européennes. Donc, il va nous suivre par en ligne. Je commence, donc je vais faire d'abord juste partager l'écran. Oui. Vous m'entendez un peu? Oui. Vous m'entendez un peu? Ça va, ok. Alors, je partage juste l'écran donc avec un document donc qui nous servira de trame. Donc vous voyez bien le document? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc d'abord, maintenant, on passe après cette présentation fort intéressante sur les aspects historiques et géopolitiques. On est dans la continuité puisque mais cette fois-ci sous un angle plus juridique, sous les perspectives juridiques sur la guerre en Ukraine. Parce que évidemment, une des questions qui se pose, c'est comment qualifier juridiquement l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes et les différents actes de guerre qui ont été commis à la suite de cette invasion le 24 février dernier. Et on s'intéressera ici tout particulièrement aux réponses qui sont apportées ou qui sont susceptibles d'être apportées dans le futur par le droit international en général, que ce soit le droit international public, le droit des Nations Unies, ou bien le droit pénal international, on s'attachera pas mal à ce dernier, et les réponses aussi qui sont apportées par le droit de l'Union européenne, par l'Union européenne elle-même en particulier, face à ce qui s'apparente, Fred Reynaud l'a dit, à l'invasion d'un État souverain, l'Ukraine, par un autre État, la Russie, mais pas par pas par un État, la Russie, évidemment, sur un plan juridique, elle a une importance particulière. Ce n'est pas un État comme un autre. Ce n'est pas un État comme un autre sur un plan géopolitique, économique, historique, etc. Mais ce n'est pas un État comme un autre sur un plan juridique, puisque c'est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. On verra que cela pose évidemment problème par rapport à l'effectivité du droit international public s'agissant de la guerre en Ukraine. Donc, quelles sont les réponses qui ont été apportées? Donc, le cas échéant, pour faire cesser le conflit, pour en tout cas sanctionner un certain nombre de personnes associées au conflit, et peut-être, puisqu'ici c'est une perspective, comme je vous le disais, non seulement dans le présent, mais aussi dans le futur, quelles sont les réponses qui peuvent être apportées pour, à terme, punir et, en tout état de cause, réparer cette invasion et les conséquences de cette invasion par la Russie du territoire ukrainien. Et ici, je procéderai en 2 temps. Nous verrons d'abord que les institutions internationales apparaissent relativement impuissantes face à ce conflit armé, cette guerre de la mondialisation, comme Fred Reynaud l'a dit à juste titre. Institutions internationales relativement impuissantes, on verra que je modérerai un petit peu le propos par rapport à la dimension de droit pénal international et aux institutions pénales internationales, quoique c'est une modération de mon propos, une nuance qui est toute relative. Donc on verra cet aspect-là dans un premier temps, mais on verra ensuite, s'agissant de l'Union européenne, dans un deuxième temps, que l'Union européenne, elle, a réussi à parler, et pour une fois, je dirais, d'une seule voix, que ce soit dans le cadre des sanctions européennes, mais aussi quelque chose qui n'était pas nécessairement dans le titre de ma présentation à l'origine, mais qui me semble fondamental, qui est l'accueil de ce que l'on appelle, plus ou moins à tort, du point de vue juridique, j'entends, les réfugiés ukrainiens. Donc 2 aspects, les institutions internationales d'une part et l'Union européenne d'autre part, avec la réponse unie et relativement forte, quoi qu'en pense le président ukrainien. Donc d'abord, le rôle des institutions internationales entre impuissance et incertitude. C'est comme ça que l'on peut caractériser le rôle des institutions internationales. Une impuissance du côté des Nations Unies, avec une paralysie des Nations Unies, et une incertitude en matière de justice pénale internationale, une incertitude, Fred Reynaud a souligné justement que j'allais peut-être en parler, ça va être le cas, sur la possibilité de mettre en cause les divers protagonistes dans ce conflit devant des juridictions pénales internationales, qui ont une possibilité de toute manière, qui n'est pas immédiate évidemment, mais qui est une possibilité
sur le moyen et long terme, une fois que le conflit sera terminé. Premier point, la paralysie des Nations Unies face à la violation de l'intégrité territoriale d'un État souverain en méconnaissance de la Charte des Nations Unies. Ici, je dois commencer mon propos par rappeler le célèbre article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, la fameuse Charte de San Francisco, adoptée en 1945 au sortir de la Seconde Guerre mondiale et qui a donc mis en place les institutions internationales que l'on connaît dans le cadre de ce système onusien. Cet article 2, paragraphe 4 pose comme principe l'interdiction du recours à la force, qui est ici la codification d'une règle coutumière, et pas n'importe quelle coutumière, une règle que l'on appelle en droit international de jus cogens, c'est-à-dire une règle impérative, une règle absolue à laquelle il n'est pas possible de déroger. Et je lis avec vous cet article, les membres de l'Organisation des Nations Unies s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou, a fortiori, je dirais, à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Donc on a ici, dans cette disposition phare de la Charte des Nations Unies, l'interdiction du recours à la force et l'interdiction de menacer, de violer l'intégrité territoriale des États. Et clairement, à travers l'invasion d'un territoire, ne serait-ce qu'une partie de celui-ci, nous sommes en face d'une violation de l'intégrité territoriale par les troupes russes de l'État ukrainien. Alors, dans ce contexte-là, parce que c'est toute la problématique de l'effectivité du droit international, on a une violation claire de l'intégrité territoriale d'un État, mais quelles sont les conséquences qui sont tirées par le droit international? Et ici, malheureusement, elles sont très limitées. La première réaction, souvent en cas de conflit armé, c'est l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est l'organe vraiment décisionnel, qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale dans le monde. On a normalement, dans les conflits armés, souvent des résolutions contraignantes du Conseil de sécurité. Or, ici, ce n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que, petit rappel sur la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a 15 membres du Conseil de sécurité, 10 sont des membres à rotation, c'est-à-dire qu'ils changent régulièrement, alors qu'il y a 5 membres permanents. Et les 5 membres permanents, ce sont ceux qui étaient victorieux historiquement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la France, les États-Unis, la Chine, l'URSS et le Royaume-Uni. Et ces 5 membres permanents ont un pouvoir, dans le cas de l'adoption de résolutions contraignantes du Conseil de sécurité, un pouvoir qui n'est pas négligeable, c'est le droit de veto. Ils ont le droit de veto, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'opposer à l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité. Quand bien même les 14 autres membres seraient d'accord, un seul membre permanent peut s'opposer à cette résolution du Conseil de sécurité qui viendrait condamner l'invasion territoriale. Et ici, ça n'a pas manqué. Pourquoi? Puisque je vous le disais en propos introductif, la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité et elle a donc le droit de veto. Elle peut donc s'opposer, et c'est ce qu'elle a fait, à l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité. J'ai mentionné aussi dans cette outline la Chine, étant donné que ici, la Chine est aussi un allié de la Russie et qui n'ose pas trop condamner l'offensive russe, l'invasion russe, pour des raisons évidemment politiques. Donc, quand bien même la Russie pourrait être neutralisée dans le cas de l'adoption d'une résolution, potentiellement, probablement, la Chine entrerait aussi pour favoriser, pour plutôt défendre les positions russes. Alors, il n'y a quand même pas eu rien, je dirais, au sein des Nations Unies, puisque l'Assemblée générale des Nations Unies a quand même adopté 2 résolutions,
une en février et l'autre en mars. 2 résolutions. L'Assemblée générale des Nations unies, ce sont l'ensemble des États parties au système des Nations unies, avec donc ici, il n'y a pas de règle d'unanimité pour adopter des résolutions, et donc l'Assemblée générale des Nations unies a adopté 2 résolutions non contraignantes, malheureusement, donc non dotées de force obligatoire. La première exigeant le retrait des troupes russes du territoire ukrainien, et la seconde, il y a une quinzaine de jours, je crois, l'arrêt immédiat des hostilités. Alors, comme vous le savez, ces résolutions sont restées totalement lettre morte, puisque, sauf preuve du contraire, quand bien même la Russie semble concentrée sur la région du Donbass maintenant, et ne plus faire comme but de guerre l'ensemble de l'Ukraine, si tant est que ça l'ait été, puisque cela, on n'en est pas certain, en tout cas, les hostilités sont toujours en cours. Dans le cas du système des Nations unies, le dernier organe, la dernière institution que je citerai, c'est la CIJ, la Cour internationale de justice, qui est l'organe juridictionnel des Nations unies. Et donc, ce qui est envisageable, je dirais à minima, et cela à long terme, c'est une condamnation par la Cour internationale de justice, dont le siège est à La Haye, aux Pays-Bas, en cas de violation avérée d'une des conventions de Genève, par exemple celle sur la prévention et la répression du génocide. Je reviendrai sur la dimension génocide tout de suite après. Ici, juste une remarque un petit peu technique sur la compétence de la Cour internationale de justice, c'est que ni la Russie ni l'Ukraine, les 2 protagonistes dans cette affaire, sont des adhérents à la Cour internationale de justice, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas la compétence en toutes circonstances de la Cour internationale de justice, mais plus au cas par cas, à l'occasion de certains traités, dans ce que l'on appelle une clause compromissoire qui est au sein des traités et qui prévoit qu'en cas de conflit sur l'application de ce traité, de cette convention, eh bien, le litige sera porté à la connaissance de la Cour internationale de justice. Donc ça a été fait de manière ponctuelle, notamment pour la Convention de Genève, une des différentes conventions de Genève adoptées au sortir de la Seconde Guerre mondiale, celle sur la prévention et la répression du génocide. Donc on pourrait imaginer un rôle à long terme de la Cour internationale de justice qui viendrait condamner la Russie. Mais ceci est encore, est assez hypothétique. En aucun cas, je ne veux être, surtout sur de la prospective, je ne veux être radical dans mon propos. C'était quelque chose qui est hypothétique, qui est possible, que l'on peut envisager. Voilà pour le côté paralysie très large des Nations unies du fait de la Russie et de la Chine d'ailleurs comme membre du Conseil de sécurité des Nations unies. Deuxième point, toujours au titre de ces institutions internationales, on quitte le champ strict du droit international public pour entrer dans le champ absolument passionnant du droit pénal international. Et dans le cadre du droit pénal international, il y a, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, différentes possibilités de mettre en cause des personnes, donc pas des personnes morales, mais des personnes physiques, des dirigeants, des militaires, qui peuvent se voir mis en cause devant des juridictions pénales internationales pour un certain nombre de crimes. Ceci a commencé avec le fameux tribunal de Nuremberg, jugeant les 10 militaires allemands. Pardon ? Vous m'entendez ? Oui ? Oui, donc, ça va. Ça va, ok. Donc, le tribunal de Nuremberg, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite, le tribunal de Nuremberg, il y a tout un système de justice pénale internationale qui a été créé, avec la création de tribunaux pénaux internationaux pour juger, donc là encore, des personnes impliquées dans des crimes. Donc, tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, tribunal pénal international pour le Rwanda, d'autres tribunaux pénaux dits hybrides concernant la Sierra Leone, etc. Et l'aboutissement, disons, des tribunaux pénaux internationaux, parce que ce que je devrais dire sur les tribunaux pénaux internationaux, c'est que ce sont des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, c'est-à-dire qui ont été créés pour les besoins de la cause dans le cadre d'un conflit spécifique. Et on a eu la création, en 1998, de la fameuse CPI, la Cour pénale internationale, la CPI, dont le siège est également à La Haye,
comme la CIJ, qu'il ne faut pas confondre, et qui, donc, que ce soit les tribunaux pénaux internationaux, mais s'ils ont un champ géographique, une compétence plus limitée, la CPI a une compétence plus large, et toutes ces juridictions pénales internationales ont pour objet de juger les personnes qui se sont rendues coupables d'agression, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide. Alors la question qui se pose ici, s'agissant de l'Ukraine, c'est y a-t-il eu agression, crime de guerre, crime contre l'humanité ou génocide? Alors ces quatre notions, il y a toujours des débats dans la doctrine sur leur définition. Notamment la définition du crime d'agression est intervenue assez tardivement, mais le statut instaurant la Cour pénale internationale de 98, ce qu'on appelle le statut de Rome, définit ces différents crimes. Et tout d'abord, donc pour passer en revue ces crimes et essayer de réfléchir, puisque c'est difficile, on est dans la prospective, essayer de réfléchir en tant que juriste dans quelle mesure on a été face à un crime d'agression, face à des crimes de guerre, face à des crimes contre l'humanité ou des génocides. Alors, l'agression, je dirais qu'elle est évidente. Quand bien même la définition a été contestée pendant un moment, l'agression est évidente puisqu'elle consiste dans, parmi d'autres choses, la violation de l'intégrité territoriale d'un État, la violation de l'indépendance politique d'un État. Donc ici, on a, dans le cadre de l'Ukraine, le fait que les troupes russes se soient engagées, soient entrées en Russie sans agression provoquée de l'Ukraine, parce que c'est aussi ce qu'on entend de la part des dirigeants russes, c'est que l'Ukraine en réalité a été agressive vis-à-vis de la Russie. Apparemment, ce n'était pas le cas. En revanche, ce sont bien les troupes russes qui se sont d'abord mis aux frontières de l'Ukraine et ensuite sont rentrés fin février en Ukraine. Donc le crime d'agression semble constitué. S'agissant des crimes de guerre, ils sont très probables, ces crimes de guerre. Ils sont très probables. Je reprends la définition des crimes de guerre fournie par la CPI. Les crimes de guerre, ce sont des crimes, alors différents crimes, notamment des homicides intentionnels, une torture ou des traitements inhumains, mais aussi le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé des personnes. Et notamment, parmi les violations qui sont constitutives, des violations du droit de la guerre, finalement, qui sont constitutives de crimes de guerre, c'est le fait, et si je pense nous intéresse le plus ici, de diriger, je cite, intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités. La même chose pour les biens, pas seulement sur les personnes, mais des attaques contre des biens de caractère civil. Et ici, on peut évidemment considérer qu'il y a eu un certain nombre de crimes de guerre. Évidemment, tout ceci reste à prouver. Il faut prouver non seulement que le crime est constitué, ce qu'on appelle en droit pénal l'élément matériel du crime, mais il y a aussi un élément intentionnel. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté de la part des Russes d'attaquer les populations civiles, et non pas seulement des cibles militaires, mais aussi des populations civiles. Ceci c'est très contesté, évidemment, par les Russes, mais il semblerait, je parle sous toute réserve, qu'il y ait eu, oui, un certain nombre de crimes de guerre. C'est pour ça que j'écrivais que les crimes de guerre étaient très probables. S'agissant des crimes contre l'humanité ou du génocide, Fred Reynaud a dit à juste titre que selon le président ukrainien, il y a crime contre l'humanité, il y a génocide même contre la population ukrainienne. Alors ici, c'est peut-être le cas, mais c'est très incertain. Je vais vous donner maintenant la définition du crime contre l'humanité et du génocide, ce qui ensuite permet, comme tout juriste, de réfléchir en fonction de la définition juridique de ces deux catégories, de revoir les faits tels qu'ils nous sont du moins présentés dans les médias et de voir dans quelle mesure les faits rentrent dans les catégories juridiques. S'agissant donc du crime contre l'humanité, tout d'abord, les crimes contre l'humanité,
eh bien, ce sont des crimes qui sont commis dans le cadre d'une attaque, je cite, généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile ayant connaissance de cette attaque. Parmi ces crimes, donc une attaque généralisée ou systématique, ça c'est important comme élément de la définition. Deuxième aspect, contre une population civile, et qui vont être constitués par différents éléments tels que le meurtre, la réduction en esclavage, la déportation, la torture, le viol, la persécution. Et donc, on a ces différents éléments qui sont ici. Alors, sommes-nous face à un crime contre l'humanité? Ici, il faudrait réussir à prouver qu'il y a une attaque de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique qui conduit vraiment à tuer des populations civiles. Et ici, on a une actualité qui est extrêmement brûlante, les massacres de Boutcha, où des images atroces ont été présentées. Et on peut se demander effectivement, sous réserve de l'enquête qui ne manquera pas d'avoir lieu, si on est en présence de crimes contre l'humanité. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile visant donc à tuer un grand nombre de civils. Apparemment, il y aurait, je crois, des centaines de morts, 400 morts. Alors là, ici, Fred Reynaud disait qu'il y avait une bataille des mots, mais une bataille des chiffres aussi. Et c'est vrai qu'il est très difficile, les chiffres fluctuent largement, mais en tout cas, peut-être qu'il y a déjà une forme de crime contre l'humanité. Maintenant, y a-t-il génocide? Y a-t-il génocide? C'est encore plus incertain. C'est encore plus incertain. Alors, je vous livre la définition du génocide. Je regarde le document, le statut de la CPI en même temps il faut donner les termes. Voilà. Donc, le génocide, on entend, je cite, par crime de génocide, l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, qu'un élément intentionnel, intention de détruire, en tout ou en partie, deuxième élément de la définition. Troisième élément, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Donc, meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission de membres du groupe, transfert forcé d'enfants, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Donc ici, il est très difficile de se prononcer à ce stade sur le crime de génocide. Y avait-il de la part des Russes une intention de détruire au moins en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux? Donc ici, y a-t-il un élément religieux? Y a-t-il un élément ethnique? Y a-t-il un élément racial? Y a-t-il un élément national? Les Ukrainiens. Voilà, ceci est assez difficile à dire à ce stade, puisqu'il est difficile, évidemment, les Russes disent non, c'est de la manipulation, donc clairement, leur intention n'y était pas du tout, c'est de la pure manipulation selon eux. Donc l'élément intentionnel ferait défaut. Et le groupe qui sera en cause, est-ce qu'il y aurait, il y a cette idée de délimiter un groupe qu'on serait capable de délimiter, soit selon des facteurs raciaux, des facteurs religieux, ethniques ou nationaux, et il est très difficile de dire qu'il y a véritablement une délimitation d'un groupe ici. Puisque s'il y avait des massacres de l'ensemble de la population ukrainienne dans différents endroits du territoire ukrainien, des personnes qui auraient en partage la même religion ou voilà, la même ethnicité, pour reprendre les termes du crime de génocide, probablement on pourrait parler de crime de génocide. Mais il semblerait à ce stade qu'on ne soit pas arrivé à cet extrême-là. Mais je dirais, voilà, le crime de génocide, si on est très probablement en présence d'un crime de guerre déjà, et possiblement de crime contre l'humanité. Peut-être pas de crime de génocide. Mais voilà, ici encore, je vous livre des définitions. Après, il faut confronter les faits qui nous échappent aussi très largement en temps de guerre. Il y a évidemment de la propagande des deux côtés, il ne faut pas l'oublier. Mais je voulais vous livrer ces éléments de réflexion. Deuxièmement, en pratique, les dirigeants et militaires russes, et le cas échéant ukrainien d'ailleurs, sont-ils amenés à être poursuivis ad personam pour de tels actes? Parce que jusqu'à maintenant, je vous expliquais les définitions et voir si on avait
des crimes qui étaient de guerre, d'humanité, de génocide qui étaient constitués. Mais en droit, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Déjà, y a-t-il une telle perspective ? Cette perspective, elle peut exister, mais comme je voulais le dire en premier lieu, c'est une réponse à long terme qui est ici donnée. C'est une réponse à long terme puisqu'il faudra des enquêtes, il faudra la fin du conflit armé pour que dans quelques années, on ait, le cas échéant, un procès, des procès contre des dirigeants russes, contre des militaires russes qui sont aussi, le cas échéant, responsables, et peut-être des Ukrainiens. On ne peut pas totalement l'exclure, même si, bien évidemment, ce sont les Russes qui sont en cause aujourd'hui. Alors, il y a d'autres obstacles juridiques, outre celle de la définition du crime et de l'infraction. Des obstacles juridiques, d'abord, c'est est-ce que la Cour pénale internationale a compétence ? Rien de moins sûr. Pourquoi ? Parce que ni la Russie, ni l'Ukraine ne sont des États partis au statut de Rome, au statut qu'a institué la Cour pénale internationale. La Russie, l'Ukraine, comme d'ailleurs les États-Unis, Israël, ont signé le statut de Rome, mais n'ont jamais ratifié le statut de Rome. Et donc, elles ne sont pas des États partis au statut. Et normalement, eh bien, compte tenu des règles de compétence, la Cour pénale internationale n'a pas compétence sur les ressortissants russes ni sur les crimes commis en Ukraine, sur le territoire ukrainien. Néanmoins, depuis 2014, Fred Reynaud vous a expliqué que depuis 2014, annexion de la Crimée, eh bien, on a déjà une guerre larvée, et puis ça remonte à bien plus loin, évidemment, mais tout a commencé véritablement en termes militaires, on va dire, en 2014. Et l'État ukrainien a demandé que la Cour pénale internationale soit compétente pour les crimes commis sur son territoire depuis 2014. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une déclaration qui a été faite par les Ukrainiens et qui s'applique jusqu'à nos jours ? Ou est-ce qu'il faudrait renouveler cette déclaration ? Est-ce qu'il y avait une forme de caducité de cette déclaration de compétence ? Ou est-ce que c'est encore valable aujourd'hui ? Ce n'est pas totalement certain que la compétence de la CPI soit établie du fait même de cette seule déclaration des Ukrainiens. Mais ce qui permettrait, le cas échéant, une telle compétence permettrait de poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides s'ils sont prouvés, mais pas, ce qui est intéressant, le crime d'agression. C'est une petite nuance. Le crime d'agression, malheureusement, ne pourrait pas être jugé dans le cadre de cette compétence assez exceptionnelle de la CPI dans ce contexte-là. En tout état de cause, le procureur de la CPI a commencé à enquêter, puisqu'il a été les crimes en question ont été déférés par plusieurs États qui sont eux partis à la CPI, au statut de Rome, et notamment la France, qui n'ont pas hésité à déférer, comme beaucoup d'autres États, les crimes en question à la CPI, ce qui permet donc au procureur de la CPI d'enquêter sur les crimes éventuels de 2014-2015, en lien avec la Crimée, mais aussi, même si c'est beaucoup plus frais, les crimes actuels. Alors, dans le cas où la Cour pénale internationale n'aurait pas compétence ou aurait une compétence limitée, pourrait-on créer des tribunaux pénaux internationaux ad hoc ? On aurait donc un tribunal pénal international pour le Rwanda dans quelques années. Alors, a priori, non. A priori, non. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, ils ont toujours été créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous revoilà sur le droit de veto de la Russie, de la Chine, le cas échéant, sur la création de tels tribunaux pénaux internationaux. Donc, à moins de trouver, les juristes parfois font preuve de grande inventivité, à moins de trouver donc un certain nombre de mécanismes qui permettraient de créer des tribunaux pénaux internationaux à l'extérieur du système des Nations Unies, ou en tout cas en dehors de la compétence de création par le Conseil de sécurité, un tribunal pénal international ad hoc n'est pas envisageable. Alors, à défaut d'une forme de justice pénale internationale qui est représentée par la CPI ou les tribunaux pénaux internationaux, peut-être la justice nationale à ce moment-là. Peut-être la justice nationale, donc la justice, le cas échéant, ukrainienne, on peut toujours rêver, la justice russe, ou la justice de certains États partis, puisque, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais certains États disposent de ce qu'on appelle une compétence universelle
en termes de crimes contre l'humanité et sont amenés à juger des dirigeants d'autres États, hein, donc des systèmes de justice nationale. Mais ici, il faut aussi être réaliste, c'est très improbable que ça fonctionne, car à moins d'un changement de régime radical en Russie, il est improbable que la Russie accepte d'extrader ses ressortissants pour qu'ils soient jugés à l'extérieur de la Russie par d'autres systèmes de justice nationale, hein, puisqu'il y a un principe qu'on retrouve dans quasiment tous les États, en fait, dans le monde, c'est le principe de non-extradition de ses propres ressortissants. Et il y a en plus une coutume internationale qui interdit en principe aux tribunaux nationaux de juger les chefs d'État étrangers en raison de l'immunité de ceux-ci. Hein. Donc ici, une justice nationale qui peut-être ne sera pas le palliatif que l'on pourrait escompter vis-à-vis des limites de la justice pénale internationale. Hein. Donc pour résumer, justice pénale internationale peut être une compétence de la CPI, mais pas sur les crimes d'agression, mais sur les autres crimes. Ça serait déjà quelque chose d'absolument significatif, très important d'avoir la compétence de la CPI, mais c'est quelque chose qui demande d'être vérifié. Et deuxième volet que je voulais vous présenter ensuite, c'est la réponse de l'Union européenne. Puisque je vous ai dit justement en introduction qu'il y avait alors ce n'est pas un paradoxe, mais il y a d'un côté une certaine impuissance des institutions internationales et vous avez en revanche une Union européenne qui est véritablement aux avant-postes, alors pas aux avant-postes, c'est-à-dire qui n'est pas sur le front, évidemment, du combat, mais qui est néanmoins aux avant-postes, aux côtés des États-Unis et d'autres, pour d'abord adopter un certain nombre de sanctions, c'est le volet qu'on appelle PESC, politique étrangère et de sécurité commune, mais ensuite dans le volet qui est plus le volet humanitaire, le volet ELSJ dans le jargon européen, espace de liberté, de sécurité et de justice, à travers la protection des personnes déplacées, donc la question des réfugiés ukrainiens, entre guillemets. Tout d'abord, donc, les sanctions contre la Russie. On a assisté à une montée, et on assiste encore à une montée en puissance progressive des sanctions européennes, et pas seulement européennes aussi, dans le monde, mais pour parler des sanctions européennes contre la Russie. Et on a véritablement, pour reprendre une métaphore un petit peu guerrière, des salves de sanctions qui ont été imposées, qui ont été prononcées par l'Union européenne, par le Conseil, hein, qui est ici compétent, c'est-à-dire les États membres, le Parlement européen n'ayant qu'un rôle consultatif sur ces choses-là. Donc ce sont les États membres de l'Union européenne qui ont adopté ces sanctions avec un rôle clé de proposition de la Commission européenne, et des sanctions qui ont déjà commencé en 2014 hein, vis-à-vis de l'annexion de la Crimée. Les sanctions ne sont pas nouvelles, il y a déjà des sanctions sous la forme de gel des avoirs ou d'oligarques russes en particulier, depuis 2014. Mais évidemment, dès le 24 février, l'Union européenne a adopté et ne cesse de renforcer son pool de sanctions, je dirais, puisque on est encore même en négociation. Hier, la Commission européenne a proposé de nouvelles sanctions qui sont en cours de discussion, dont on devrait voir le résultat d'ici demain. Donc les États membres sont en train de discuter ces sanctions. Alors je vous donne un florilège de ces sanctions que le président ukrainien considère comme n'étant pas suffisamment efficaces, mais évidemment, si l'efficacité, c'était d'envoyer les troupes européennes, oui, ça serait sans doute plus efficace, mais on serait véritablement dans une nouvelle guerre mondiale, avec probablement plus meurtrière encore que celle qu'on a connue, puisque c'est le propre de la mondialisation, d'avoir des guerres de la mondialisation qui seraient encore plus mortelles que les guerres qu'on a connues entre quelques États, mais dans une époque où le monde n'était pas aussi globalisé. Je ferme cette parenthèse. Sanctions politiques d'abord. Sanctions politiques d'abord, je vous en cite au moins 3. L'interdiction de diffusion des médias russes en Europe, notamment Russia Today et Sputnik. Interdiction de diffusion des médias russes, qui est, à mon sens en tout cas, une sanction qui pose problème en termes de liberté de communication, liberté de la presse, liberté d'expression. Comme j'ai moi-même travaillé à la Cour de justice de l'Union européenne, j'ai cette dimension-là et je vous aussi livre le fait qu'il y a un litige qui est déjà pendant, introduit par Russia Today France, contre
la décision du Conseil contre cette interdiction de diffusion en Europe, et ils ont notamment demandé un sursis à exécution de cette interdiction, c'est-à-dire de suspendre cette interdiction. Et il y a quelques jours, le tribunal de l'Union européenne a refusé d'accorder le référé, c'est-à-dire la suspension qui était demandée par la branche française de Russia Today, en jugeant qu'il n'y avait pas de caractère d'urgence en l'absence de préjudice grave et irréparable pour Russia Today. Mais le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'éventuel doute sur la légalité de la décision, hein, ce qui est en soi intéressant puisque le tribunal n'a pas voulu se substituer à la décision qui sera prise, ce qu'on appelle sur le fond du litige, c'est-à-dire sur les arguments concrets, notamment la liberté d'expression, la violation des droits des médias. Donc une mesure qui est très forte d'un point de vue symbolique. Est-ce qu'elle est véritablement importante sur un point de vue d'un point de vue de guerre, de propagande? Voilà, je pense que Russia Today est quand même aussi un média qui est certes largement tenu par les Russes, mais qui est quand même très dont l'audience, on va dire, est très limitée en Europe. Donc une interdiction qui peut-être sera censurée par la Cour de justice de l'Union européenne. Autre sanction politique, la fermeture de l'espace aérien européen aux aéronefs russes, qui est à la fois une sanction politique et une sanction économique, et également des restrictions à l'entrée dans l'Union de certains ressortissants russes. Alors là, on essaie de faire pression sur des oligarques russes, dont on ne sait finalement pas vraiment s'ils sont liés au pouvoir russe ou pas, puisque on sait notamment que les ressortissants russes aiment beaucoup aller faire du ski dans les stations françaises ou aller sur la Côte d'Azur. Donc voilà, on espère peut-être qu'en leur empêchant d'entrer dans l'Union, qu'ils puissent faire peut-être pression sur le pouvoir politique russe. Voilà, ça peut-être des sanctions qui sont plus symboliques qu'autre chose, à mon sens. Des sanctions financières et économiques, en revanche, qui peuvent avoir probablement beaucoup plus d'impact. Donc, le gel des fonds et des avoirs dans des banques de près de 900 personnes physiques ou morales. Donc, ça va très loin, donc y compris Vladimir Poutine, Dimitri Medvedev, et ainsi que l'exclusion de 4 banques, je crois, russes du système SWIFT, ce qui donc de fait empêche toute transaction financière avec ces banques russes. Des sanctions plus proprement économiques, l'interdiction de l'exportation de biens, l'exportation donc de l'Union européenne vers la Russie de biens et de technologies dans le secteur du raffinage du pétrole, puisque évidemment nous on importe le pétrole, mais ce pétrole doit être raffiné. Et donc, la technologie du raffinage du pétrole est quand même utile aussi pour les Russes. On est vraiment dans une interdépendance sur le pétrole, c'est-à-dire que les Russes ont quand même besoin des Européens, une partie de la technologie des Européens, pour raffiner leur pétrole. Interdiction de l'exportation de fer et d'acier, et là aussi de manière très, très symbolique, qui prête presque à sourire, d'articles de luxe. Outre des sanctions européennes, il y a quand même, il faut le noter, une assistance européenne. C'est la fourniture et le financement d'équipements militaires par les États membres. Alors là, c'est aussi d'un point de vue du droit international quelque chose qui est très contesté, que des États livrent des armes à un autre État. Non seulement très contesté sur un point de vue juridique, mais aussi risqué sur un plan politique. Et c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler du fait que la Pologne, en particulier, voulait que des avions de combat soient livrés aux Ukrainiens et que les États-Unis s'y sont radicalement opposés, là dans le cadre de l'OTAN, mais ils s'y sont radicalement opposés parce qu'en craignant, à juste titre, une escalade militaire qui nous conduirait directement à une 3e guerre mondiale. Alors la grande question aujourd'hui, qui est discutée cette semaine même à Bruxelles, ce sont les importations de pétrole et de gaz. Parce qu'évidemment, le pétrole et le gaz, c'est par là que finalement on pourrait priver les Russes de débouchés très importants, mais en même temps, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est se tirer une balle dans le pied dans la mesure où, dans un monde d'interdépendance, notamment sur l'énergie, sur le pétrole et le gaz entre l'Europe et la Russie, les Européens ont largement besoin des importations de pétrole et de gaz. Il faut quand même savoir que 20% du gaz français est fourni par les Européens et que l'Allemagne et les pays d'Europe centrale et orientale sont encore plus dépendants de cette énergie en provenance de la Russie, étant donné que la France a
Voilà, on peut parler de l'environnement éventuellement, mais est là le nucléaire. C'est ce qui permet à la France d'avoir une plus grande indépendance énergétique, tout en étant, cette dépendance est néanmoins relative. Mais il y a donc ces discussions en cours aussi sur l'interdiction de l'importation de charbon, en tout cas. Donc la Commission ne va peut-être pas aussi loin que le pétrole et le gaz. L'idée, c'est peut-être au moins, sans dire d'interdire les importations de pétrole et de gaz, mais en tout cas d'imposer des droits de douane qui renchériraient le coût du pétrole et du gaz russe. Mais encore une fois, finalement, j'ai bien aimé la conclusion de l'exposé précédent avec ce que disait donc Bertrand Badi, puisque oui, c'est sûr que s'il y a une sanction d'un côté, eh bien, en réalité, c'est une sanction des deux côtés dans un monde interdépendant. Dernier point que je souhaitais développer avec vous, c'est l'aspect humanitaire. C'est la réponse humanitaire de l'Union européenne dans le volet espace de liberté, de sécurité et de justice. Donc, que faire avec les Ukrainiens qui, le cas échéant, veulent fuir la guerre. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe a mis en place un mécanisme inédit, qui n'est pas récent, qui est issu d'une directive de 2001, mais qui n'avait jamais été, cette directive de 2001 n'avait jamais été activée. C'est un mécanisme de protection temporaire et exceptionnelle des personnes déplacées. Alors ici, je commencerai à faire quand même un petit à titre liminaire, à expliquer qu'il y a évidemment le droit d'asile est régi très largement aujourd'hui par l'Union européenne, par les règles de l'Union européenne. On a des systèmes donc pour obtenir le statut de réfugié en cas de persécution dans son État, qui ne peut plus nous protéger. Donc les ressortissants de pays tiers vont venir dans l'Union européenne et demander le statut de réfugié. Et vous avez aussi des statuts de protection subsidiaire dans le cas où vous avez des risques d'être torturé, d'être soumis à la peine de mort, etc. Donc dans le cas des cas subsidiaires où le statut de réfugié ne peut pas être octroyé à ces ressortissants. Or, ces régimes d'asile traditionnels que constituent le statut de réfugié et la protection subsidiaire sont totalement inadaptés dans le cas présent, dans le cas d'un conflit armé en cours, qui implique un afflux massif de population. Il y aurait déjà plus de 650 000 Ukrainiens qui sont arrivés en Europe, et la Commission européenne envisage potentiellement entre 1 et 2 millions d'Ukrainiens qui viendraient en Europe, dans ce qui se déplacerait, l'idée de personnes déplacées qui se déplaceraient donc en Europe. Et donc, au vu de cette inadaptation des régimes d'asile traditionnels, eh bien, a été adopté en 2001, à la suite des guerres yougoslaves et des guerres au Kosovo, à la fin des années 90, la guerre au Kosovo, a été adoptée la directive 2001-55 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées. Alors donc là, c'est pour ça que j'utilisais le terme de réfugiés entre guillemets, puisqu'on peut parler de réfugiés sur un plan politique dans le langage général, mais juridiquement, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des personnes déplacées et qui bénéficient sur le fondement de cette directive d'une protection temporaire, immédiate et exceptionnelle. Et c'est un outil qu'il faut saluer puisque les régimes traditionnels sont assez lourds à mettre en place. Il faut faire une demande d'asile, il faut quand même des mois pour avoir une réponse sur sa demande d'asile. Et évidemment, si vous avez des milliers, voire des millions de personnes qui débarquent en Europe, eh bien, potentiellement, vous ne pouvez pas faire face aux demandes d'asile. D'où cette mise en place d'un système de protection temporaire. Une directive dont il faut le noter parce que ça montre un certain deux poids et deux mesures entre différentes personnes déplacées. Cette directive de 2001 n'avait, je vous l'avais dit, jamais été activée. Elle n'avait non seulement 20 ans, alors qu'on a eu des crises en 2010 avec les réfugiés afghans et les réfugiés syriens, mais cette directive n'avait pas été activée. L'Europe avait mis en place des mécanismes de demande d'asile, de relocalisation des demandeurs d'asile, mais cette directive, qui est véritablement un élément de souplesse et de droit très importante, eh bien, n'avait pas été activée vis-à-vis des réfugiés afghans et syriens. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'elle a été activée pour la première fois
par le Conseil, c'est-à-dire par les États membres, le 4 mars 2002, vis-à-vis des personnes déplacées en provenance d'Ukraine. Alors, qui sont les bénéficiaires de cette protection temporaire? Ce sont les ressortissants ukrainiens, ce sont les membres de leur famille, il y a une logique de regroupement familial aussi qui entre en ligne de compte, et également des personnes qui éventuellement ont elles-mêmes le statut de réfugiés en Ukraine, hein, et qui donc doivent aussi, peuvent avoir le bénéfice de la protection temporaire dans l'Union européenne. Ce sont également des résidents de longue durée, hein, s'ils ne peuvent pas, alors ils sont incités à rentrer dans leur pays d'origine, mais si des ressortissants non ukrainiens qui sont résidents de longue durée sur le territoire ukrainien ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine, mais souhaitent bénéficier de la protection temporaire, alors à ce moment-là, c'est possible aussi pour ces personnes. L'étendue des droits des bénéficiaires est extrêmement large. Il y a une vaste étendue de droits, puisque en tant que bénéficiaire de la protection temporaire, vous avez droit à un permis de séjour, vous avez droit à un logement, hein, on doit vous aider, les États membres doivent vous aider à trouver un logement. Vous avez droit à travailler, à exercer une activité salariée ou non salariée, donc à avoir un emploi. Vous avez droit à la sécurité sociale, à des soins médicaux, en tout cas les soins d'urgence et le traitement médical essentiel. Hein. Après tout ceci, en application de la directive 2001/55, ce sont des normes minimales, hein, comme le titre de la directive l'indique. Et donc cela n'empêche pas chaque État membre de l'Union de décider d'aller plus loin et d'offrir plus de droits encore en matière de soins médicaux, d'aller au-delà de soins d'urgence et du traitement médical essentiel. Et vous avez aussi un droit à l'éducation pour les enfants qui débarquent avec leurs parents ou parfois des mineurs non accompagnés qui débarquent. Ils ont aussi le droit d'être inscrits dans une école au même titre que les nationaux des États membres. Donc vous voyez une vaste étendue, hein, donc une réponse humanitaire très forte de la part de l'Union européenne. Comment ça se passe en pratique aussi? Chaque État membre transmet à la Commission européenne ce qu'on appelle ses capacités d'accueil, pour dire en gros que, eh bien, elle est prête, chaque État membre est prêt et aussi est capable d'absorber, je dirais, d'accueillir décemment tant de personnes issus, tant de bénéficiaires de la protection temporaire. Et donc, c'est pour cela que vous avez des ressortissants ukrainiens dont on a facilité le passage de la frontière extérieure, hein, de l'espace Schengen, pour rentrer des pays que Fred Reynaud a cités, ceux qui sont les pays limitrophes, Ukraine et Union européenne, donc la Roumanie, la Slovaquie, la Pologne, et il m'en manque un dernier, le quatrième, et qui peuvent donc rentrer dans l'Union européenne et ensuite aller dans un État membre, généralement là où ils ont des membres de leur famille. Hein, ils peuvent rester là. Alors, ce qui est important à savoir, parce que beaucoup se disent toujours par rapport à la question des réfugiés, entre guillemets, le cas échéant, combien de temps peuvent-ils rester? Eh bien, c'est un système de protection temporaire, comme je vous le disais, qui donc dure 1 an, potentiellement renouvelable jusqu'à 3 ans. Mais au terme de la directive, c'est un système qui ne peut pas durer plus de 3 ans. Alors, pendant cette période-là, évidemment, les personnes en question peuvent demander l'asile, hein, peuvent demander le statut de réfugié. Ils peuvent aussi peut-être plus tard, ils pourront peut-être rester en Europe s'ils ne veulent pas retourner en Ukraine en demandant un permis de long séjour en tant que ressortissant de pays tiers. Voilà. Donc ça, tout ceci est incertain, mais cette protection temporaire qui donne donc les droits que je vous ai cités, eh bien c'est une protection d'1 an renouvelable dans un maximum de 3 ans. Donc voilà, on a ici un front uni de l'Union européenne devant, j'ai mis entre parenthèses, certaines crises. On a vu que ce n'était pas un front uni durant la crise du Covid, hein, qui pourtant touche de manière symétrique hein, tous les États membres de l'Union européenne. Ici, on a aussi une crise qui touche aussi l'Union européenne dans son ensemble avec donc la guerre qui se trouve à nouveau sur le territoire européen. Et donc, on a un front uni de l'Union européenne qui est à saluer. Dans tous les cas, même si voilà, je ne me prononcerai pas sur savoir si la réponse de l'Union européenne est suffisamment forte. Elle est forte à maints égards, mais c'est vrai qu'il y a une limite qui est celle de l'interdépendance et du fait que l'Europe aujourd'hui, si elle ne veut pas directement mener la guerre contre la Russie, eh bien, a des difficultés pour aller plus loin que les sanctions qu'elle a dorénavant adoptées, notamment par rapport à la dépendance énergétique de l'Europe. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais je vous remercie.